I am your own. I am your own. Till the day I will die. Jesus, I am your own. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Jusqu'au jour de ma mort. Jésus, je t'appartiens. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Jusqu'au jour de ma mort. Jésus, je t'appartiens. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Jusqu'au jour de ma mort. Jésus, je t'appartiens. Oui, Seigneur, c'est notre déclaration ce soir. Nous t'appartenons à la vie, à la mort. Nous savons que même le jour de notre mort, nous ne passerons que de la vie à la vie, parce que nous allons te retrouver. Nous allons communier avec toi vis-à-vis. Nous allons nous reposer en toi. Seigneur, merci de ce que nous t'appartenons. Merci de ce que nous appartenons au grand Dieu que tu es. Merci pour cette grâce que nous avons d'être ton frère, ta sœur. Merci de ce que tu nous as introduit dans la famille de Dieu en mourant à la croix pour nous. Au travers de ce sacrifice, nous sommes devenus des fils adoptifs et nous pouvons bénéficier de tout ce qu'un enfant de Dieu a comme privilège. Merci Seigneur Jésus. Nous te soumettons toutes choses. Nous t'appartenons. C'est pourquoi nous voulons parler de nos foyers pour que le fait que nous t'appartenions soit reflété dans nos relations conjugales, dans nos relations familiales. Merci pour la grâce que tu nous fais ce soir, encore de nous retrouver avec tes enfants. Parle au travers de nous, enseigne, conseille, parle au cœur d'un homme et d'une femme et que cela transforme sa marche avec sa femme ou son mari et avec toi. Merci, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimés, je suis très heureuse de me retrouver encore avec vous ce mardi. Comme promis, nous allons commencer aujourd'hui une nouvelle série, toujours dans le cadre du thème sur le mariage. Je crois que je suis encore avec vous jusqu'à la fin du mois de novembre. Et comme je l'avais annoncé, nous allons commencer une série que j'ai intitulée « Mieux se connaître pour mieux s'aimer ». C'est une série que j'ai fait aussi sur une parole pour toi, mais plus détaillée. Là, je vais essayer d'être un peu plus concise pour qu'on voit le maximum de choses dans les 4 mardis qui vont arriver. Mais je crois que c'est très important parce que mon expérience et puis ce que je vois autour de moi m'ont montré que la majorité des problèmes qu'on rencontre dans les foyers, c'est parce qu'on ne se connaît pas. On ne se comprend pas. Les hommes ne savent pas comment les femmes fonctionnent. Les femmes ne savent pas comment les hommes fonctionnent. On ne connaît pas le tempérament de l'autre. Ses réactions nous paraissent bizarres. Son comportement nous paraît bizarre. Mais si on se connaît, il y a beaucoup de choses qui peuvent aller parce qu'on comprend mieux l'autre. On comprend son fonctionnement. On comprend ses besoins. On comprend ce dont il a besoin. Et on est plus à même d'y répondre. On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne peut pas, en tout cas, on ne peut pas bien l'aimer. Parce que souvent, derrière le mot aimer, on met beaucoup de choses. Parfois, ce qu'on appelle amour, c'est utiliser l'autre pour satisfaire nos besoins. Mais le véritable amour qui consiste à combler les besoins de l'autre, on ne peut pas le faire si on ne connaît pas la personne qu'on a en face de soi. C'est pour ça que c'est important. Quand, dans Genèse, il est dit que Adam connut Ève, c'est vrai qu'on ramène ça simplement au fait qu'ils se sont connus physiquement, mais c'est au-delà. Le mot qui est employé là pour connaître, c'est le même mot qu'on emploie pour connaître Dieu. C'est-à-dire, avoir une relation intime avec quelqu'un, on a besoin de connaître
cette personne. Si on ne connaît pas Dieu, on ne peut pas l'aimer comme il faut, on ne peut pas se comporter avec lui comme il faut. Et c'est la même chose dans le couple. Donc, le menu, je vais vous donner le menu. Je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire aujourd'hui, mais le menu de ce mois, c'est d'abord qu'on va parler d'une manière générale des différences entre les hommes et les femmes. Il y a un auteur qui s'appelle Romain Gray qui a écrit un livre qui s'appelle « Les femmes viennent de Vénus et les hommes viennent de Mars ». Ça veut dire que nous sommes, ce qui nous rassemble, c'est que nous sommes des êtres humains. Mais après, là, chacun vient d'une autre planète. Donc d'abord, il est important de connaître les différences entre les hommes et les femmes. Parce que ça explique beaucoup de conflits qu'on a, beaucoup de réactions qui nous paraissent bizarres. Les femmes par rapport aux hommes, les hommes aussi par rapport aux femmes. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on va étudier les tempéraments. Parce que l'expérience montre qu'on n'est jamais, dans un couple, on n'a jamais le même tempérament. Parce qu'on recherche toujours, lorsqu'on se marie, quelque chose qu'on n'a pas. En général, ce qui nous attire, c'est ce que le tempérament de l'autre a que nous, on n'a pas. Donc, c'est important de connaître le tempérament de sa femme ou de son mari pour comprendre certaines de ses réactions, certaines de ses manières d'agir, certains de ses comportements. Et ensuite, nous allons parler des besoins conjugaux. Il y a 10 besoins, 5 qui concernent les femmes, 5 qui concernent les hommes. Et combler ces besoins dans le cadre du mariage est vraiment, vraiment, vraiment important. Je viens de terminer aujourd'hui la série sur une parole pour toi et je vous assure, moi-même, en faisant la série, là, j'ai appris des choses incroyables. C'est-à-dire quand tu t'assois et puis tu réfléchis, tu dis mais comment Dieu a fait les choses. C'est incroyable. Comment on peut vivre avec quelqu'un pendant 20 ans, 30 ans et passer à côté de ses besoins. Parce que, peut-être lui-même ne connaît pas le besoin ou il l'exprime mal, mais parce que c'est des choses qui ne nous intéressent pas. Donc c'est important de connaître en général, parce que tout ce que je vais partager avec vous, c'est en général. Ce n'est pas à 100%. Il y a certaines femmes qui ont des réactions d'hommes. Mais quand on prend 100 femmes, on va trouver ce que je vais partager chez 90, 95 femmes, et puis il y a quelques exceptions. Et puis enfin, on va parler donc des différences entre les hommes et les femmes, des tempéraments, de la satisfaction des besoins conjugaux, et puis des langages de l'amour. Donc voilà le menu. Préparez-vous donc, ne ratez aucun de ces mardis, parce que vous allez apprendre des choses extraordinaires. Je vais commencer par parler de ce que j'ai appelé les 10 principales différences entre l'homme et la femme. Je vais aller un peu vite pour qu'on puisse balayer beaucoup de choses. Première grande différence, la femme parle pour partager, l'homme parle pour trouver des solutions. Pour la femme, parler, dialoguer, c'est nécessaire, indispensable à une relation. Elle ne parle pas pour trouver des solutions, elle ne parle pas pour des choses pratiques, elle parle parce que pour elle, la parole permet d'entrer en relation avec l'autre. Ça, c'est une différence importante. Et nous allons voir dans les besoins que l'un des besoins fondamentaux de la femme, le deuxième, c'est le besoin de dialogue. Et nous savons que beaucoup de femmes souffrent dans leur foyer parce qu'elles disent « mon mari ne me parle pas ». On ne se parle pas. Quand elle dit « mon mari ne me parle pas », elle n'est pas en train de dire que son mari la boude. Mais il parle pour des choses quotidiennes, mais ils ne vont pas en profondeur. Or, la femme, elle a besoin de parler pour partager ce qu'elle ressent en profondeur. Deuxième différence, c'est toujours par rapport à la parole. Quand un homme parle, c'est qu'il a pris le temps de réfléchir. Il a déjà élaboré ce qu'il va dire dans sa tête avant de parler. Alors que quand une femme parle, en même temps qu'elle parle, elle est en train de penser. En même temps qu'elle parle, elle est en train d'élaborer. C'est-à-dire qu'elle parle pour clarifier les choses dans sa tête. L'homme, lui, il a fini de tout peser et c'est maintenant qu'il vient parler. Vous voyez, c'est une différence importante. Et souvent, on voit ça quand il y a des conflits. La femme veut que le conflit se règle immédiatement sur le champ, alors que l'homme, lui, il veut prendre le temps de la réflexion, peser le pour et le contre avant de pouvoir discuter avec sa femme. Donc, il faut savoir qu'une femme, pendant qu'elle est en train de penser, d'exprimer à voix haute ce qu'elle est en train de dire, elle est en train en même temps de mettre de l'ordre dans ses pensées.
Troisième différence, toujours par rapport dans le domaine de la communication, l'homme écoute. Lorsqu'un homme écoute en général quelqu'un lui parler, son intention c'est de recueillir des informations. Il écoute pour recueillir des informations. La femme, elle écoute pour entretenir des relations. La relation, vous allez voir que dans tout ce qu'on va partager comme différence, l'une des choses importantes, c'est que la femme, elle est un être relationnel. Les relations sont au cœur de sa vie, beaucoup plus que les hommes. Donc, un homme écoute pour des informations. La femme, elle écoute pour entretenir des relations. Elle écoute, son écoute, c'est pour entretenir des relations avec la personne avec laquelle elle parle. Quatrième différence, toujours dans le domaine de la parole, parce que la parole a une importance capitale dans le couple. L'homme parle pour dire quelque chose de précis. La femme, c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure, elle parle pour approfondir un sujet de réflexion, pour mieux connaître la personne avec laquelle elle parle. L'homme, son dialogue ou bien sa parole est plus pragmatique. La femme, ça a des relents plus affectifs. Elle parle parce qu'elle veut connaître la personne avec laquelle elle parle, parce qu'elle veut approfondir la réflexion sur un sujet. C'est ça qui l'amène à parler. C'est pour ça qu'on dit souvent que les femmes parlent beaucoup. Parce que l'homme, il a juste quelque chose de précis à dire, il dit. Mais la femme, le dialogue même fait partie de la relation qu'elle entretient avec quelqu'un. Cinquième différence, très importante aussi, source de nombreux conflits. Quand une femme est stressée, elle cherche à parler de ce qui la stresse. Et quand elle en parle, la chose, comment je peux dire, prend moins d'espace en elle. Elle arrive à déstresser en parlant de ce qui la tracasse. Alors que les hommes, c'est le contraire. Quand quelque chose fait mal à un homme, il n'a pas envie d'en parler. Il rentre, comme on dit, dans sa caverne. Toutes les femmes mariées connaissent cette caverne-là, dans laquelle un homme peut se retirer parce que quelque chose le tracasse, quelque chose lui fait mal. Il a besoin d'entrer dans cette caverne d'abord et de traiter avec la chose avant de venir en parler. Et la femme va être là, mais tu as quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Il a besoin, lui, en tant qu'homme, de rentrer en lui-même pour pouvoir gérer ce qui le stresse, alors que la femme, c'est l'inverse. Donc vous voyez que si on ne connaît pas cette différence, souvent les femmes se disent, elles ont comme l'impression que c'est leur mari seulement qui rentre dans la caverne. Tous les hommes rentrent dans leur caverne. Et plus tu insistes en tant que femme pour dire, mais il faut sortir, il faut venir, on va causer. Quel est le problème? Qu'est-ce qui te perturbe? Plus tu fais ça, là, plus il a envie s'il peut fermer la porte à ton nez, il va fermer la porte à ton nez parce qu'il a besoin de calme pour réfléchir. Il fait, quand un homme est stressé, lui, il arrête la communication et puis maintenant, il prend le temps de s'isoler et de méditer. Si toi, en tant que femme, tu ne connais pas ça, tu ne comprends pas ça. Et comme je le dis, ça, c'est les différences générales. Maintenant, quand on va rentrer dans les tempéraments, quand on va rentrer dans les besoins, vous allez voir qu'il y a d'autres choses encore qui viennent renforcer ces différences-là dans le cadre du couple. Sixième différence, l'homme est attiré par le faire. Ce qui est important pour un homme, c'est ce qu'il fait. C'est les résultats qu'il a. C'est les performances qu'il a. Alors que la femme, elle privilégie l'être. Ce qui est important pour une femme, ce sont les pensées, ce sont les émotions, ce sont les valeurs, c'est les besoins. Alors que les hommes, c'est les actes. Comme vous voyez bien, d'une manière générale, les hommes sont un peu plus pragmatiques. Les femmes, elles sont moins pragmatiques. Donc, ce qui attire un homme, c'est ce qu'on fait. Alors que la femme, ce qu'elle privilégie, c'est l'être. 7. La septième différence. Les hommes sont moins à même de changer leurs habitudes que les femmes. Les femmes sont plus à même de s'adapter, de changer les habitudes. Une femme, elle peut quitter son pays, aller se marier avec un homme, s'adapter à cet homme, à sa manière de faire. C'est plus difficile pour les hommes de changer leurs habitudes. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir aussi et dont il faut tenir compte. 8e différence, là, c'est les femmes, elles, ce qu'elles changent difficilement, c'est leur humeur. Quand une femme est de mauvaise humeur, c'est-à-dire que son humeur
ne change pas facilement. Donc, il faut beaucoup de patience avec les femmes. Parce que si, quand elle est dans un format, c'est pas facile de l'en faire sortir. 9e différence, les hommes sont sourds à leur douleur. Ils sont sourds à leur propre douleur, mais ils sont également un peu sourds à la douleur des autres. Pour qu'un homme fasse preuve de compassion, d'empathie, c'est un peu plus difficile. Alors que la femme, c'est comme si de manière innée, on est capable de sentir, d'identifier le besoin des autres parce qu'on a plus de facilité à se mettre à la place des autres. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de femmes ne comprennent pas. Et elles se disent que leur mari est insensible. Il n'est pas insensible, il est un homme. Je ne dis pas que les hommes sont insensibles en général, mais ce sont des choses qui sont... C'est-à-dire que par un travail sur eux-mêmes, par des efforts, ils peuvent surmonter ça, mais de manière naturelle. Quand un homme ne fait rien, là, voilà ce que c'est que son caractère. Il est sensible à sa douleur comme à celle des autres. Et 10, c'est quelque chose qu'on dit souvent, mais qui est vrai, c'est qu'une femme, elle s'inquiète de l'avenir jusqu'à ce qu'elle trouve un mari. Quand elle a trouvé un vrai mari, là, elle ne s'inquiète plus de l'avenir. Mais l'homme, lui, il commence à s'inquiéter de l'avenir quand il a trouvé une femme, quand il se marie. Avant ça, l'homme ne s'inquiète pas de l'avenir. Donc vous voyez, voilà, pour commencer, les 10 principales différences qu'il y a entre l'homme et la femme. Maintenant, je vais parler de ce qui caractérise les hommes. Et ensuite, je vais parler de ce qui caractérise les femmes. Ce qui caractérise les hommes dans leur relation avec leurs femmes, c'est qu'ils ont un besoin, je dirais, inné de se sentir supérieurs. Ça choque souvent les femmes, surtout quand cette supériorité s'exprime par exemple dans le cadre professionnel. Vous avez soit les mêmes parcours scolaires, donc les mêmes compétences professionnelles, vous exercez à peu près dans la même sphère. Naturellement, c'est comme s'il y a une compétition et l'homme ne veut pas que sa femme le dépasse. C'est pas, comme je dis, ce n'est pas des choses qui sont propres à ton mari ou bien à un homme que tu connais, mais c'est quelque chose que les hommes partagent. Ils veulent gagner. C'est comme ça que Dieu les a formatés, parce que c'est eux qui doivent gagner le pain de la famille. C'est eux qui doivent se battre pour nourrir leur famille. Donc, il a cet instinct de compétition, de guerrier qui est en lui et il veut réussir. Ça, c'est ce qui caractérise l'homme. Et je pense que ça aussi, ça vient peut-être de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Les hommes, d'une manière générale, se sentent en situation d'insécurité vis-à-vis d'une femme qui semble être un peu trop, comment je peux dire, en avance. Un peu trop. Il y a toujours cette méfiance par rapport à l'influence qu'une femme peut avoir sur eux. Et je pense que ça vient de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden et de ce qu'il y a en quelque sorte une malédiction qui plane sur les relations entre les hommes et les femmes, où Dieu a dit que la femme, les désirs de la femme se porteront sur son mari, mais il dominera. C'est vrai qu'en Christ, nous sommes libérés de cette malédiction, mais il y a des, comme je dis, il y a des choses qui restent. Donc ça ne veut pas dire que, parce qu'il y a cette malédiction, l'homme doit dominer sa femme, non. Mais c'est quelque chose qui est un peu plus difficile pour lui de se laisser supplanter. Et puis ça vient aussi du fait que l'homme se voit toujours quelque part comme un jeune homme vis-à-vis de sa maman. Et la maman, elle le gronde, elle, je sais pas, elle lui fait des remarques et tout. Donc face à une femme qui ressemble un peu trop à ce comportement de maman, il est un peu déstabilisé. Deuxième chose que je voudrais, qui caractérise l'homme, les hommes n'aiment pas quand on dit ça, mais c'est la vérité. Hein. Ce n'est pas parce que je suis une femme que je dis ça. Mais l'homme a tendance à être plus égoïste que la femme. Naturellement. C'est pourquoi beaucoup d'hommes, une fois qu'ils sont mariés, c'est comme s'ils ne font plus aucun effort. Un, pour garder la femme, pour continuer à la conquérir, pour continuer à être attirant pour elle.
C'est comme s'il a gagné le trophée, il a terminé la bataille et puis maintenant il se repose. Donc cette tendance à être égoïste fait que pour que lui, il reste attentif aux aspirations de sa femme, ça lui demande beaucoup d'efforts. Il faut vraiment qu'il travaille sur lui-même pour combattre cette tendance à ne penser qu'à lui-même. Et deuxième chose qui caractérise l'homme aussi par rapport à cette tendance à l'égoïsme, c'est qu'un homme, même lorsqu'il est marié, il a tendance à chérir son indépendance. Elle ne veut pas trop que la vie de famille empiète sur cette indépendance. Donc là aussi, s'il veut avoir un foyer qui marche, il est obligé de renoncer quelque part à cette indépendance et de faire des efforts pour faire une place dans sa vie, à sa femme et à ses enfants. Troisième chose, donc je dis sa relation, ce qui caractérise l'homme, c'est comment il entre en relation avec sa femme, sa tendance à l'égoïsme. Troisième chose, c'est son orgueil de mâle. L'ego masculin est quelque chose que nous les femmes nous devons prendre en considération. Cet ego-là fait que les hommes ont tendance à dissimuler leurs sentiments, à faire comme si ils ne ressentent rien, parce que le fait de montrer qu'on a des sentiments, ça nuit un peu à l'image qu'un homme a de ce qu'on appelle la virilité en fait. Ce sont les femmelettes qui montrent leurs sentiments. Un vrai homme ne doit pas montrer ses sentiments. Donc ça, c'est quelque chose qui ressent. Et souvent, il donne une apparence de quelqu'un, les hommes donnent une apparence de quelqu'un qui est vraiment intouchable, comment je peux dire, inaccessible, alors que le même homme, vous allez voir, quand il tombe sur une femme qui sait comment le manipuler, devient très influençable. Donc il y a ce mélange-là qui fait qu'il faut tenir compte dans la manière dont vous voyez votre mari de cette notion d'orgueil mâle. Et puis, quatrième chose, concernant les hommes, ce qui les caractérise, c'est qu'ils ont des besoins affectifs, même s'ils ne laissent pas apparaître, même s'ils cachent, comme je l'ai dit, même s'ils font comme si eux, ils n'ont pas d'émotion. Ce n'est pas vrai. Les hommes ont besoin d'être maternés. Ils ont besoin que leur femme les materne. Materner, ça veut dire quoi? C'est être traité comme sa maman le traitait. Malgré le fait qu'ils disent qu'il est le chef, qu'il a un ego démesuré, qu'il semble inaccessible, en même temps, il a ce besoin d'être materné et il a ce besoin d'être dans un environnement familial qui lui procure un abri et une chaleur. Nous allons revenir sur ces éléments-là quand on va parler des besoins de l'homme. L'un des besoins de l'homme, c'est d'avoir un foyer dans lequel il retrouve la chaleur, la paix, l'harmonie. Un foyer dans lequel il y a une femme qui prend soin de lui, qui le dégage en quelque sorte de tous les soucis domestiques. Et c'est ça, c'est un besoin qui est là et c'est un besoin que les hommes ont. C'est pour ça que souvent quand les hommes ne trouvent pas ce cadre qu'ils recherchent, ils vont le chercher ailleurs. Ce n'est pas une façon de légitimer l'infidélité, mais c'est comme ça que ça se manifeste. Et dernier besoin de l'homme, c'est besoin affectif, c'est le besoin d'être fier de sa famille, être fier de ses enfants, être fier de sa femme. Et tout ça, on va revenir là-dessus. On va revenir là-dessus lorsqu'on va rentrer dans les détails. Mais pour le moment, dans les détails des besoins des hommes et des femmes, mais pour le moment, je vais m'arrêter là. Ce qui caractérise la femme, c'est que quelqu'un a dit que si vous voulez savoir ce qu'une femme pense vraiment, il faut la regarder. Il ne faut pas l'écouter. Parce que les femmes, elles sont comme des tableaux. Il faut les regarder pour savoir ce qu'elles pensent réellement. Ce qu'elle dit peut être en déphasage avec ce qu'on appelle le langage non verbal. Donc ça, c'est une des caractéristiques des femmes. La deuxième chose, c'est que la femme, elle est plus entière que l'homme. Quand elle se donne, c'est entièrement. Quand elle se refuse aussi, c'est entièrement. C'est esprit, corps et âme. Tout. Tout. Elle forme un tout. Deuxième chose, je ne vais pas trop insister là-dessus parce que c'est des choses qu'on connaît. Ce qui marque véritablement
caractérise une femme, c'est sa physiologie. Les cycles de la femme ont une profonde influence sur elle, son humeur, son corps, comment en devenant de plus en plus mature, son corps se transforme. Ces différentes choses qui arrivent dans la vie d'une femme, son cycle menstruel, ensuite la ménopause, tout ça, ont une influence importante sur elle. Ce qui est le contraire des hommes. Les hommes, c'est comme si le temps n'a pas de marque sur eux parce qu'il n'y a pas des cycles qui apportent des bouleversements dans leur vie. La femme, une femme enceinte, quand on la voit, on ne la reconnaît plus. Elle devient une autre personne. Elle a d'autres mouvements d'humeur, elle a d'autres envies. Tout ça, c'est des choses qui font que chez la femme, la physiologie, sa physiologie, la manière dont elle est constituée physiologiquement a une importance réelle sur elle. Elle change d'humeur en fonction de son cycle, etc., etc. Troisième chose qui caractérise la femme, c'est son affectivité. On en a parlé tout à l'heure quand on a parlé des différences. Mais la femme est vraiment sensible à l'aspect affectif des choses plutôt que l'homme. Cela n'est pas quelque chose de, je dirais, d'étonnant. Parce que quand on voit la manière dont la femme a été constituée, la Bible nous dit que Dieu a pris la côte de l'homme pour faire la femme. Il a pris la côte d'Adam pour constituer Ève. Donc, la femme, elle est tirée de la côte de l'homme. Elle a besoin d'être enlacée, d'être chérie. Et l'affectivité occupe une place importante dans la vie de la femme. Elle a besoin de tendresse, d'amitié, de romantisme. Et ça, c'est l'une des batailles qui font rage dans le foyer parce que l'homme ne comprend pas ce besoin de la femme. Parce que lui n'est pas comme ça. Il n'a pas été constitué comme ça. Donc le besoin de tendresse, d'amitié, c'est quelque chose qui caractérise la femme. Elle aime que son mari s'occupe d'elle. Elle aime que son mari lui parle. Nous allons revenir là-dessus quand nous allons parler des besoins. L'un des besoins de la femme, c'est le besoin d'affection. Premier besoin, affection. Deuxième besoin, dialogue. Elle a besoin que son mari lui parle, s'intéresse à elle. Tout le temps. Pas seulement quand la nuit approche. Pas seulement quand le moment d'aller se coucher arrive. Elle a besoin que son mari soit là pour elle à tout moment. C'est une femme, une mari qui... le besoin affectif de la femme aussi, c'est un besoin de sécurité. Et la sécurité, ça se manifeste de différentes manières. Sécurité physique, donc besoin que son mari pourvoie aux besoins d'un toit, de payer les factures, qu'elle ne puisse pas se retrouver à la rue avec ses enfants. Sécurité émotionnelle, donc un cadre dans lequel elle sent qu'elle est chérie, elle est aimée. Sécurité, j'ai parlé de sécurité financière, mais sécurité dans tous les aspects. Elle a besoin de compter, d'avoir confiance en son mari, savoir que tout ce qu'il entreprend, c'est pour son bien, pour le bien de ses enfants. Donc ça, c'est un besoin réel que la femme a. Donc tout ça, c'est ce qu'on peut mettre dans son besoin d'affectivité. Et puis, une des choses qui est importante à noter aussi dans l'affectivité des femmes, j'en ai parlé un peu quand j'ai parlé des 10 différences, la femme, elle est très attentive aux détails. Tous les petits détails comptent. Donc, parce qu'elle est très attentive aux petits détails, elle est très attentive aussi aux petites attentions. Les hommes pensent souvent qu'il faut faire des grandes choses pour contenter leur femme. C'est des petites choses, c'est des petites attentions, c'est des petites paroles, c'est des petits cadeaux, c'est tous ces petits trucs-là qui touchent la femme parce qu'elle est attentive à tout ce qui est détail. Ok, donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc en conclusion, il est important d'identifier toutes ces choses. Parce que il faut savoir que ces différences existent entre les hommes et les femmes. C'est vrai, après, chaque homme, chaque femme a sa propre personnalité. Mais déjà, le fait de connaître ces différences-là, de les maîtriser, ça permet de relativiser beaucoup de choses dans le couple. Ça permet de comprendre mieux son conjoint et de savoir comment interagir avec lui. Donc voilà le premier élément que je voulais partager avec vous.
Maintenant, je vais commencer sur les tempéraments. Je vais juste introduire. Et puis la semaine prochaine, on va rentrer un peu plus dans les détails concernant les tempéraments. Pourquoi il est important de connaître le tempérament de son conjoint? En fait, là, c'est dans le cadre du mariage. Mais connaître le tempérament de toutes les personnes avec qui on entre en relation, c'est important. Connaître le tempérament de son patron, c'est important. Connaître le tempérament de son collègue, c'est important. Connaître le tempérament de son enfant ou bien de son frère et sa soeur, c'est important. Parce que ça permet de comprendre le fonctionnement de la personne et de savoir comment on peut interagir avec lui. Première remarque que je voudrais faire avant de rentrer dans le détail concernant les tempéraments, c'est qu'il n'y a pas de bon et de mauvais tempéraments. Les tempéraments, il y a plusieurs méthodes pour parler des tempéraments, mais moi j'ai choisi la méthode la plus simple qui classe les hommes en 4 tempéraments. Il y a 2 tempéraments qui sont chauds, il y a 2 tempéraments qui sont froids, il y a 2 tempéraments qui appartiennent à la famille des introvertis et il y a 2 tempéraments qui appartiennent à la famille des extravertis. Donc, les extravertis, c'est le colérique et le sanguin. Les introvertis, c'est le mélancolique et le flegmatique. Donc, en général, ceux qui ont par exemple un tempérament colérique, quand ils entendent le mot colérique, là, ils disent non, moi je ne suis pas colérique. Ah, là tu dis quoi? Moi j'ai esprit de colère. Non, ce n'est pas une question d'esprit de colère. Mais ce qui domine dans ce tempérament, ce n'est pas la colère. On l'appelait colérique. Je ne sais pas pourquoi. On explique que c'est lié. Au début, on pensait que les tempéraments étaient liés à certains fluides qu'on avait dans le corps. Et il y a un fluide qui s'appelle colère, qui est une bile, une espèce de bile, le nom est venu de là. Mais il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais tempérament. Ce qu'il y a par contre, c'est que dans chaque tempérament, le fait d'avoir ce tempérament te donne naturellement des compétences, des qualités et te donne aussi naturellement des défauts. Par exemple, celui qui est colérique, c'est en général un leader, c'est quelqu'un qui tire les autres, c'est quelqu'un qui sait motiver, c'est quelqu'un qui sait encadrer une équipe et la mener à faire ce qu'il veut. Mais en même temps, comme c'est quelqu'un qui est très focalisé sur les objectifs, c'est quelqu'un qui a tendance à ne pas tenir compte du sentiment des autres, à passer outre leurs sentiments pour avancer. Donc effectivement, il peut faire preuve d'une certaine forme de, c'est pas de la colère, mais une mauvaise prise en compte des besoins de ceux qui l'entourent. Donc ça, il a des qualités, il a des défauts. L'essentiel, c'est de connaître son tempérament et de savoir quels sont les défauts qui sont liés au tempérament qu'on a et ensuite travailler là-dessus pour pouvoir devenir, comment je peux dire, quelqu'un de mature. En général, quand quelqu'un est mature, on a plus du mal à identifier son tempérament parce qu'il a corrigé les défauts de son tempérament de base. Il a su les dominer, il a su les transformer en qualité, ce qui fait qu'on peut par exemple confondre un colérique et un flegmatique. Parce que le colérique, à force de travailler sur son besoin de prendre en compte les autres, peut devenir un peu calme, peut devenir un peu plus patient. Donc, au lieu d'être impatient comme un vrai colérique, il devient patient comme un flegmatique. Mais à la base, c'était un colérique, mais il a su travailler son comportement. Donc, c'est important de garder cela. Il n'y a pas de tempérament idéal. Et donc, je vais rapidement définir ce qu'on appelle par ce qu'on pense lorsqu'on parle de tempérament. D'abord, le tempérament, ce sont des traits innés qui conditionnent le comportement d'une personne. C'est inné. Ça vient de la génétique, ça vient de la race, ça vient du sexe, ça peut être d'autres facteurs héréditaires, mais c'est quelque chose d'inné. Et c'est quelque chose qui est aussi imprévisible que les yeux ou la couleur des cheveux. Bon, c'est vrai que chez nous, chez les Africains, il n'y a pas beaucoup de couleurs de cheveux. Mais chez les Blancs, par exemple, on peut être blond, on peut être châtain, on peut être brun. Mais il n'y a rien qui permette de prédire ça. Il y a des gens qui sont bruns, qui donnent naissance à des blonds parce que dans leur ascendance, il y a des blonds. Il y a quelqu'un qui peut avoir les yeux bleus, l'autre les yeux gris. Nous, effectivement, c'est marron, clair ou foncé. Mais
C'est d'ailleurs que ce sont des traits innés, le tempérament. Ce sont des traits innés. Maintenant, il faut faire la différence entre le tempérament et le caractère. Le caractère, c'est notre vrai moi, c'est notre homme intérieur. C'est ce que produit notre tempérament. Donc, on peut avoir un tempérament de base, mais le caractère, donc c'est ce que produit le tempérament. Le caractère peut venir corriger les défauts de notre tempérament. Le caractère, notre éducation, notre formation intellectuelle, nos croyances, notre foi, tout ça, ce sont des choses qui viennent modifier notre tempérament de base et qui donc montrent en fait notre caractère. C'est notre âme en fait, notre caractère, c'est notre être intérieur. Et puis troisième élément qu'il faut maîtriser aussi, c'est la personnalité. La personnalité, ça c'est l'expression extérieure de nous-mêmes. Le caractère, c'est ce qui est intérieur. La personnalité, c'est ce qui est extérieur. Donc en général, quand on est une personne authentique, le caractère et la personnalité sont identiques. Parce que c'est ce qu'on est à l'intérieur qu'on montre à l'extérieur. Mais il peut y avoir un décalage parce qu'on est quelque chose à l'intérieur, mais on montre autre chose. Notre personnalité, c'est ce que les autres voient. Donc, si je veux résumer ces notions-là, et puis je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, c'est que le tempérament, c'est la combinaison des traits innés. Le caractère, on peut dire que c'est notre tempérament civilisé, notre tempérament qui a été appris, qui a été transformé par notre éducation. Et maintenant, notre personnalité, c'est le visage que nous montrons aux autres. On peut dire que c'est notre tempérament révélé. L'autre, c'est notre tempérament civilisé. Et la personnalité, c'est notre tempérament révélé. Et donc, quand on est authentique, notre tempérament civilisé et révélé sont effectivement identiques. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Mardi prochain, nous allons rentrer dans le détail des tempéraments et voir rapidement, on va pas trop rentrer dans les détails parce que c'est assez complexe, mais encore une fois, si vous voulez les détails, vous pouvez aller suivre sur la page Facebook de l'église Aves Intercontinentale d'Angré, où il y a ces éléments-là, ou alors sur YouTube. YouTube, il n'y a pas tout, je ne pense pas qu'il y ait tout là-bas, mais vous pourrez trouver quelques capsules sur cette question. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je vais prier pour terminer. Seigneur, merci pour ce que tu as permis que nous partagions. Merci Seigneur pour ces connaissances que tu donnes à tes enfants. Parce que comme nous l'avons vu mardi dernier, il est important pour l'homme de comprendre sa femme. Certaines versions disent de connaître, d'autres disent d'avoir du discernement par rapport à ce que sa femme est. Et nous voulons que dans les foyers de tous ceux qui nous écoutent, et en particulier des hommes, parce que l'apôtre Pierre, c'est aux hommes qu'il s'est adressé, parce qu'il sait que c'est eux qui sont les responsables du foyer, c'est eux qui peuvent imprimer la marque aux relations, que les hommes comprennent leurs femmes, fassent l'effort de comprendre ces différences pour pouvoir conduire leur foyer à être des foyers harmonieux. Merci Seigneur, toi qui as permis ce moment, Saint-Esprit, toi qui es l'enseignant par excellence, je prie que tu continues véritablement à enseigner tes enfants. Les choses qu'ils n'ont pas bien comprises, les choses sur lesquelles je ne me suis pas bien exprimé, que toi-même tu continues à les enseigner. Merci, que l'honneur, que la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. Donc à samedi pour la fac, on attend vos questions, et à mardi prochain pour continuer sur les tempéraments. Que le Seigneur vous bénisse.